Madame, monsieur, bonsoir. De nombreux projets. Vous n'avez pas une vision d'envergure pour une chose qui peut être la dimension merci, en tout cas. Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre sur Canal C. Alors ce soir, nous allons répondre aux questions que vous vous posez avant ce scrutin communal et provincial. 20 questions au total auxquelles vont répondre les politologues Jérémy Dedaigne et Jean-Benoît Pilet. Bonsoir. Soyez les bienvenus sur ce plateau que vous connaissez bien maintenant. Alors ces questions, elles sont toutes légitimes. Certains n'ont jamais voté, d'autres s'interrogent sur des procédures particulières. On vous propose de les découvrir dans un ordre chronologique. Elles proviennent des internautes, de nos téléspectateurs et puis de notre rédaction aussi. Nous ne sommes pas encore le 14 octobre. On commence donc avec les questions qui sont en lien avec l'avant-scrutin. Alors, première question, question simple. Pourquoi et pour qui allons-nous voter le 14 octobre? Jean-Benoît Pilet, vous avez cette réponse, évidemment. Mais on va émettre 2 votes pour 2 instances. On va d'une part voter pour notre conseil communal, pour désigner nos conseillers communaux, et puis on va voter pour le conseil provincial de la province de Namur, et donc désigner les conseillers provinciaux. Donc ça, c'est le vote direct, c'est ce qu'on fait. Et puis alors, il va y avoir toute une série d'institutions et d'organes qui vont être créés à partir de ce vote. On va avoir au niveau de la commune, en fonction du résultat des élections, on va composer le collège avec le bourgmestre et les échevins. On va aussi composer le conseil CPAS. Et donc on va aussi avoir un lien direct entre ce résultat de votre vote communal pour la composition du conseil du CPS. Et puis ensuite, on va avoir au niveau provincial les résultats des élections provinciales qui vont donner lieu à la formation d'une majorité et à la désignation d'un collège provincial avec les députés provinciaux qui le composent. Alors pour voter, on a tous reçu notre convocation en un ou plusieurs exemplaires sur Namur, en tout cas. Oui. Voilà. Alors, deuxième question, on va la découvrir. C'est une question qui nous est proposée en images. C'est parti. Alors, c'est la première fois que je vais voter et je me demande un peu comment ça se passe. Et je me demande alors aussi ce que je dois faire quand j'arrive dans un bureau de vote. Voilà, une réponse pour tous ces primo-votants, Jérémy? Alors, la première chose à faire, c'est de bien se munir de sa convocation. Voilà. Pour le coup, il y en aura eu suffisamment envoyé dans la région. De sa carte d'identité, puisqu'il faut pouvoir s'identifier. Donc, la première chose, c'est lorsque vous arrivez, il y aura sans doute une petite file, donc pourquoi pas arriver le plus tôt dans la journée. Ensuite, vous arrivez devant un ensemble d'assesseurs et du président du bureau de vote. Vous présentez votre convocation ainsi que sa carte d'identité. Vous êtes identifié comme étant sur la liste des électeurs pour voter dans cette commune et pour ces élections provinciales. Donc à ce moment-là, vous allez recevoir 2 bulletins de vote. On en a discuté. Il y a 2 enjeux. C'est le vote pour les élections communales et le vote pour les élections provinciales. 2 grands bulletins, puisqu'il y aura un ensemble de listes, parfois un peu plus grand dans certaines communes, là où il y a beaucoup de listes, parfois un peu plus petit, parce qu'il y a moins de listes. Et à partir de là, il faut donc émettre ces 2 votes avec une multitude d'options possibles. On va en discuter dans quelques instants. Voilà, on passe. Je vais peut-être juste rappeler que les bureaux de vote sont ouverts entre 8h et 13h. Il faut bien penser à respecter cet horaire, pas arriver après 13h, parce que sinon, on ne vous laissera plus entrer. Donc bien avoir ça en tête. C'est sur la convocation électorale, mais bien penser à cet horaire. Et peut-être pour certains, se lever un peu plus tôt que d'habitude le dimanche matin. Voilà, et ceux qui arrivent très tôt peuvent être réquisitionnés pour être assesseurs. Et ça aussi, ceux qui arrivent un peu trop tôt, qui sont les premiers dans la file, s'il manque des assesseurs, on peut les solliciter pour eux-mêmes être assesseurs et faire ce devoir qui permet aux élections de s'organiser. Très bien. Alors, question numéro 3, c'est une question qui fait référence à la nationalité. On l'écoute. Je n'ai pas la nationalité belge. Que dois-je faire pour voter ? Eh bien, malheureusement, c'est trop tard. Parce qu'effectivement, donc, on a le droit, en n'ayant pas la nationalité belge, de voter aux élections communales. Il faut résider depuis 5 ans sur le territoire de façon ininterrompue, mais il faut faire une démarche, il faut se présenter dans sa commune et s'inscrire sur le registre des électeurs. Et ça, on a le droit de le faire jusqu'à quelques semaines des élections, le moment où on arrête la liste définitive des électeurs, et ce moment est déjà passé. Donc pour cette fois-ci, si vous n'êtes pas encore inscrit sur la liste des électeurs, c'est trop tard. Mais en revanche, on peut anticiper parce qu'en fait, l'inscription peut se faire à n'importe quel moment, contrairement à ce qu'on croit parfois où ça ne se fait qu'en période électorale. C'est pas du tout vrai, on peut s'inscrire à n'importe quel moment. Et donc on peut maintenant se dire, j'ai raté les élections de 2018, mais je veux m'inscrire comme ça, ce sera fait pour les élections de 2024. Et enfin, un dernier élément à préciser, c'est qu'on ne doit s'inscrire qu'une seule fois. C'est-à-dire une fois qu'on est inscrit
pour voter aux élections communales, mettons celle de 2018, ce sera automatique pour les suivantes. Vous êtes dans le registre des électeurs, vous êtes sur la liste des électeurs, et donc vous ne devrez plus faire la démarche. Et dernier point, une fois qu'on est inscrit sur la liste des électeurs, on a les mêmes obligations que n'importe quel électeur, donc ça veut dire que le vote est obligatoire pour vous aussi. Donc l'inscription est facultative, mais une fois qu'on s'est inscrit et qu'on a fait la démarche, le vote devient obligatoire. Il faut aller au bout de la procédure, évidemment. Et peut-être un point d'ajout, pour ceux qui sont déçus, qui n'avaient pas réalisé la démarche, la bonne nouvelle, c'est qu'en mai 2019, pour les électeurs qui ont une nationalité d'un État membre de l'Union européenne, il y aura la possibilité de finalement, malgré tout, participer à la vie politique du pays, puisqu'ils pourront voter pour les élections européennes en mai 2019. Voilà, alors question numéro 4, elle provient d'un internaute. Voilà ce qu'il nous dit: je suis hospitalisé ou à l'étranger par exemple, c'est une possibilité aussi. Quelle démarche dois-je faire pour que ma voix soit comptabilisée ? Alors tout d'abord, il faut rappeler la règle du code électoral, c'est l'obligation de se présenter au bureau de vote avec l'obligation de voter. Mais évidemment, il y a toute une série de contextes comme l'hospitalisation ou l'obligation de travailler un dimanche qui empêchent l'électeur de pouvoir être physiquement présent pour voter. Ça n'empêche pas l'électeur de conserver son obligation du vote, donc le vote reste obligatoire, mais le code électoral prévoit toute une série de dispositifs pour voter par procuration. À ce niveau, en région wallonne, les règles sont relativement assouplies, puisque désormais, vous devez simplement aller en ligne sur le site des élections 2018. Il suffit, dans un moteur de recherche, de taper élections 2018 Wallonie, vous trouverez rapidement le formulaire à remplir. Attention, on peut demander procuration à quelqu'un pour aller voter, mais c'est dans le cadre de moments très spécifiques, en raison d'une hospitalisation, en raison d'un travail à l'étranger, en raison d'une occupation professionnelle le dimanche. Il y a toute une liste pour laquelle les électeurs pourront vérifier, et ensuite donner sa convocation, ainsi que ce formulaire rempli, à un autre électeur qui pourra alors aller voter dans sa commune. Un point de détail, cette personne qui est le mandataire pour finalement exercer votre droit de vote n'est pas obligé d'être un résident, un votant de cette commune spécifique. D'accord, alors Par ça contre, nous si amène... vous êtes un électeur non belge, vous ne pouvez donner procuration qu'à un autre électeur non belge. Donc ça, vous devez quand même avoir à l'esprit, c'est que c'est une des règles additionnelles qui s'impose. Alors, ce qui nous amène à la question suivante. Que se passe-t-il, du coup, si je ne me présente pas dans mon bureau de vote le 14 octobre ? Alors, en fait, on va avoir les listes d'électeurs qui vont être constituées. Donc, on va cocher le nom de tous ceux qui se sont présentés, soit eux-mêmes, soit via une procuration. Et puis, ça va être transmis au président du collège électoral. Puis, ça va être transmis aux cours et tribunaux concernés qui vont examiner ça et vont se dire, bon, ben voilà, telle et telle personne n'ont pas voté. On va leur envoyer une lettre pour demander une explication. Ouais. Peut-être qu'il y a une très bonne explication. Vous avez eu vous êtes cassé le pied le matin même, un accident de voiture, ce genre de choses. Si l'explication n'est pas jugée satisfaisante, alors vous risquez une amende qui, pour la première infraction, donc la première fois que vous ne votez pas, est de 75 € et puis qui peut être majorée si ça s'est déjà produit. Donc ça, c'est ce que dit le code électoral. Bon, après, dans les faits, on sait quand même que les cours des tribunaux ont beaucoup de choses à faire, qui sont un peu surchargés. On sait que l'arriéré judiciaire est important et que donc dans beaucoup d'endroits, on ne va pas aller très très loin. Et donc c'est pas très très fréquent qu'une personne soit condamnée, mais ça n'empêche, ça existe, c'est possible. On peut avoir des injonctions de la part du ministère de la Justice pour dire non, il faut remettre les bouchées doubles à ce niveau-là. Donc pour éviter tout risque, mieux vaut aller voter soi-même, soit de donner une procuration. Jérémy vient de l'expliquer, c'est très facile de donner procuration à quelqu'un si on a un motif légitime. Donc vraiment, il n'y a plus d'excuses pour ne pas être présent le dimanche et faire son devoir citoyen. Alors on peut élargir la question. Si on ne se présente pas en tant qu'assesseur, c'est un problème aussi. Alors là, les assesseurs, effectivement, c'est un problème. On sait qu'il y a eu des communes qui ont dû relancer un appel parce qu'elles n'arrivaient pas à trouver suffisamment d'assesseurs. Donc c'est vraiment un problème. S'il n'y a pas assez d'assesseurs, on va devoir en mobiliser le matin même. Et on pourrait même se retrouver dans une situation où on ne peut pas ouvrir un bureau de vote. Ça arrive dans les communes qu'un bureau de vote ouvre en retard simplement parce qu'il n'y a pas assez d'assesseurs. Et là, par contre, les instructions du ministère de la Justice et l'action des cours et tribunaux est beaucoup plus importante. Et donc là, on va beaucoup plus souvent poursuivre et sanctionner d'une amende à payer la personne qui ne s'est pas présentée comme assesseur, parce que l'assesseur et encore plus le président du bureau de vote, c'est vraiment un maillon essentiel pour le bon fonctionnement de notre démocratie. Et donc là, il y a vraiment une obligation qui est mise en œuvre de façon plus forte. Dernière petite question, tout le monde peut être appelé en tant qu'assesseur ou il y a des règles ? Alors, il y a
En tous les cas, il y a des pratiques, puisque ce sont les présidents des bureaux de vote qui vont décider qui devrait être ciblé comme assesseur, et on va privilégier toute une série de fonctions, en particulier les fonctionnaires, puisqu'ils sont effectivement censés représenter l'État d'une certaine manière, puisqu'ils sont des agents de l'État. On va également privilégier un certain nombre de professions, comme par exemple le métier d'avocat, qui, par définition, connaît d'une certaine manière la lecture de textes juridiques, et favoriser donc le meilleur déroulé possible. Certains présidents de bureaux de vote vont également s'assurer d'avoir une diversité des profils et donc par exemple d'inclure des jeunes comme assesseurs pour justement les intégrer dans ce processus démocratique. Peut-être un dernier point concernant l'obligation de bien se présenter. On est dans un contexte effectivement de scandale politique, un certain rejet de la vie politique par un certain nombre de citoyens, mais rappelez que la meilleure façon finalement de se faire entendre, c'est de se présenter. Il y a une multitude de listes qui sont présentes, plus de listes qu'aux élections de 2012. On peut aussi s'exprimer par un vote blanc, c'est un signal clair qui est envoyé, mais la meilleure façon de s'exprimer, c'est avant tout d'aller voter, quel que soit le choix. Voilà, on va parler de cette suite. Voilà pour les interrogations, en tout cas en amont. Et nous passons maintenant au jour J, le 14 octobre, il arrive. Alors, question numéro 6, comment dois-je voter pour que mon vote soit valable? Il y a plusieurs possibilités. Oui, et c'est très important de respecter ce nombre limité d'options, puisque le code électoral est très strict. Si on ne remplit pas les cases de la manière qui est prévue, le vote sera considéré comme nul, potentiellement. Donc, on va pouvoir visualiser tout à fait. ça. Donc, chaque électeur recevra 2 bulletins de vote, l'un pour les élections communales, l'autre pour les élections provinciales, en blanc et en vert. Ensuite, eh bien, le premier choix qui doit sans doute être fait, c'est vers quelle liste ou vers quel candidat je souhaite exprimer mon vote. Et là, il y a plusieurs options. On peut soit voter en case de tête, c'est-à-dire que d'une certaine manière, on n'a pas de préférence pour un candidat en particulier, on veut avant tout soutenir une liste, c'est le cas par exemple de la liste B ici. Alors on verra que par rapport aux anciennes dispositions électorales, ça a des conséquences très différentes en 2018 qu'en 2012, mais on peut exprimer également son vote non seulement pour une liste, mais également pour un candidat en particulier. Dans ce cas, on va alors vouloir finalement soutenir un candidat spécifique, le candidat par exemple numéro 2 pour la liste C. Donc c'est important de comprendre qu'on vote non seulement pour le candidat, mais également pour la liste. Dans la répartition des sièges, il y aura un vote à la fois pour la liste, mais également une répartition pour savoir quel candidat de cette liste pourra siéger. Et là, on favorise un candidat, c'est l'option ici, mais on peut aussi en favoriser plusieurs. Et on peut en favoriser d'une certaine manière autant que de candidats. Mais si on vote pour tous les candidats, on n'en favorise plus aucun, puisqu'on donne sa voix pour tous les candidats en même temps. Alors, si je vote case de tête, quel est l'impact de ma voix sur la liste que j'ai choisie? On parle ici de l'effet dévolutif, et là, la règle a changé. Effectivement, la règle a changé. Ce qui n'a pas changé, c'est que votre vote, qu'il soit pour un ou plusieurs candidats ou en case de tête, il compte comme un vote pour cette liste-là dans la répartition des sièges entre les listes. Donc, on va regarder, on va dire, ben voilà, la liste A 25% des votes, elle aura plus ou moins 25% des sièges. Ça ne change pas. En revanche, après, une fois qu'on sait que la liste A, par exemple, 6 sièges, il va falloir distribuer ces sièges aux candidats. Et avant, quand on votait en case de tête, notre vote était compté pour aider les candidats en suivant l'ordre de présentation de la liste. Donc le vote en case de tête aidait le candidat numéro 1 puis le numéro 2. Ça, c'est terminé. Le vote en case de tête n'intervient plus du tout pour désigner qui est conseiller communal ou conseiller provincial à l'intérieur de la liste. C'est seulement les voix de préférence. Donc si je vote en case de tête, ça veut dire que j'ai mon mot à dire pour savoir combien de sièges ont les différentes listes, mais par contre, qui va être amené à siéger, je laisse les autres électeurs choisir. Donc c'est ça maintenant un vote en case de tête, c'est « ok, je veux que la liste 1 ait des élus, mais après, je laisse les autres électeurs de cette liste choisir, puisque ce sera seulement aux voix de préférence, et donc on prendra, si on a 6 sièges pour la liste 1, mais ceux qui ont le plus de voix de préférence, les 6 qui ont le plus de voix de préférence. Ok. Alors, dans quel cas un vote est-il considéré comme nul? Ça, c'est important de rappeler aussi les règles. Oui. Et donc, d'une certaine manière, un vote nul, c'est toutes les autres options dont on vient de discuter. Il n'y en a pas beaucoup, puisqu'on peut voter soit pour une liste, soit pour des candidats sur cette liste. Donc, si on souhaite, par exemple, voter pour plusieurs listes en même temps, eh bien, le code électoral ne l'autorise pas. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire la pratique du panachage, c'est-à-dire soutenir plusieurs partis en même temps. Le système électoral belge prévoit qu'on doit soutenir un parti en particulier. Et donc, votre vote sera considéré comme nul. Cette voix sera perdue dans l'ensemble de la répartition des voix et donc des sièges dans le rapport de force entre les partis. Donc, si vous voulez absolument favoriser un parti, même si vous avez
plusieurs options et que vous hésitez entre plusieurs partis, il faut absolument en choisir un seul, sinon votre voix sera complètement donc perdue. on ne peut pas voter pour deux personnes qu'on aime bien sur deux listes différentes. Exactement. Et donc c'est valable pour le vote en case de tête ou le fait de voter pour plusieurs candidats sur plusieurs listes en même temps. Ça, c'est une option de vote nul et qui est sans doute la plus fréquente ou la plus problématique parce qu'on a un électeur qui est de bonne foi, qui ne connaissait pas simplement les règles correctes. Maintenant, on peut aussi parfois trouver des votes avec un petit smiley à côté d'un candidat parce qu'on a l'impression qu'on soutient finalement avec un clin d'œil ou parce qu'on ne va pas bien entourer le cercle avec son crayon rouge mais on va faire une croix. Eh bien, il faut savoir que tous ces votes sont considérés comme nuls. On ne peut que colorier l'ensemble du cercle. C'est la seule façon de voter. Donc, soyez bien attentifs de ne pas faire de rature sur votre bulletin de vote. C'est vraiment très strict la manière de voter. Voilà, on signale que le crayon se trouve dans l'isoloir. On ne peut pas venir avec son petit bic. Alors, quelle est la différence entre un vote nul et un vote blanc, du coup, Jean-Benoît? Un vote blanc, c'est simplement un vote où vous recevez votre bulletin, vous allez dans l'isoloir, vous ne faites rien, vous le repliez, vous ressortez, vous le mettez dans l'urne, et voilà, c'est un vote blanc. Il reste vierge. Donc, en termes de classification, c'est compté comme un vote blanc, mais en fait, dans la répartition des résultats, la répartition des sièges, ça ne change rien. La première chose qu'on va faire au moment du dépouillement, c'est dire, voilà, sur 10 000 électeurs qui ont déposé leur bulletin de vote, on va en avoir 200 qui sont blancs ou nuls, et puis il va nous en rester 9 800. Et la distribution des sièges et l'attribution des sièges, je vais le faire sur ces 9 800. Donc les 200, qu'ils soient blancs ou nuls, on les met de côté, et ils n'interviennent pas du tout pour déterminer le résultat des élections. Ok. Peut-être préciser que certains pourraient se demander pourquoi avoir finalement fait cette distinction entre les votes valables et les votes blancs et les votes nuls. Eh bien, tout simplement parce qu'un vote nul, c'est un vote où un électeur s'est trompé dans sa manière de voter, tandis que le vote blanc, c'est un message politique qui est envoyé au mandataire, c'est dire « je ne me retrouve pas dans les propositions des candidats ni des listes ». Donc, c'est un vote qui propose d'une certaine manière une contestation avec le choix politique qu'on lui donne. Donc ceux qui veulent d'une certaine manière contester ou qui ne se retrouvent pas dans l'offre, c'est une façon de contester et de contester les propositions qui sont faites. C'est un choix en soi. C'est un choix en soi. Voilà. Alors après le vote, le devoir de l'électeur est forcément terminé, mais la procédure se poursuit. Donc dans l'après-midi du 14 octobre, un dimanche, les premiers résultats vont tomber au fur et à mesure des différents dépouillements. Et là, on peut dire que les téléphones des candidats vont chauffer. Donc la question est comment se déroulent les négociations? On parle de coalition, d'alliance, de bipartite, de tripartite. Voilà, ça discute le soir du 14. Oui, ça discute beaucoup et surtout ça va discuter de manière très différente. D'une certaine manière, on va avoir 262 histoires différentes pour les 262 communes de Wallonie. La pratique veut, en général, que ce soit le parti qui ait gagné les élections qui prenne la main. C'est le parti qui a le plus de soutien dans la commune et donc il a d'une certaine manière le droit d'avancer vis-à-vis de ses autres partenaires pour voir avec qui une coalition est possible ou non. Dans certains cas, ça peut aller très très vite, par exemple une coalition sortante. Et là, on va voir les partenaires qui considèrent que oui ou non, ils ont reçu à nouveau un mandat des électeurs, soit parce que même une majorité peut être renforcée, encore plus de sièges que durant la mandature 2012-2018, parfois une petite perte de quelques sièges, mais qui ne remet pas en cause, d'une certaine manière, leur soutien massif. Et donc, ça peut avancer très rapidement. Dans d'autres cas, les cartes, finalement, sont entièrement rebattues. D'autres coalitions sont possibles. Et là, on va avoir un jeu qui peut durer plusieurs jours et qui va faire émerger, soit dans la douleur, soit avec beaucoup de facilité, une coalition. C'était le cas à Profondeville l'année dernière, la dernière commune à avoir présenté son pacte de majorité. Pas l'année dernière, mais il y a 6 ans, évidemment. Alors, on sait aussi que des préaccords sont signés. Ce sont des choses, des pratiques courantes. Alors, ces pratiques courantes, ce n'est pas non plus une pratique qui est présente dans chaque commune. Mais effectivement, on va avoir toute une série de communes où on a un préaccord qui est parfois connu de l'électeur, où on ne fait pas mystère, on dit voilà... si on a la majorité, on ira ensemble. Et puis après, il y a des préaccords qui sont un peu plus secrets et qui attendent le résultat des élections pour vérifier que ce préaccord peut effectivement voir le jour. Et donc là, c'est plutôt à l'électeur d'essayer de percevoir les signaux. Si on prend un exemple proche d'ici, on voit bien qu'effectivement, dans la commune de Namur, du côté de la majorité sortante, on a envie de repartir ensemble. Est-ce que c'est vraiment un préaccord ou est-ce que c'est une préférence? En tout cas, l'électeur est informé. Le bourgmestre a signalé que, par exemple, pour lui, s'ils avaient encore la majorité, il voulait aller
aller ensemble. Mais tout peut se défaire le soir des élections. Ouais. Et les trahisons le soir des élections, les drames le soir des élections, ils sont très fréquents. Et ça fait un peu partie, je dirais, de la scénographie du soir des élections. Ok, on écoute à présent la question de Léa. Je me demande comment les sièges du conseil communal sont répartis entre les différentes listes. Voilà, une jeune électrice qui va voter dimanche et qui se pose cette question. Alors le principe général, il est assez facile. C'est ce qu'on appelle la représentation proportionnelle. Donc ça veut dire, si vous avez 20% des votes valables, vous aurez 20% des sièges. Donc grosso modo, ça fonctionne comme ça. Alors après, le réaliser concrètement et mathématiquement, c'est un peu plus compliqué parce que 20% de 37 sièges, qu'est-ce que ça fait exactement? Combien ça fait de sièges exactement? Et donc on a une formule qui s'appelle la formule Imperiali, qui est un peu compliquée. On ne va peut-être pas aller sur le détail de la formule Imperiali, mais ce qu'on doit quand même retenir, parce que c'est important pour les lecteurs, c'est que cette formule, elle est certes proportionnelle, mais elle est un peu à l'avantage des plus grands partis. Et donc si on est un parti qui fait 35-40%, on aura sans doute un peu plus que 35 ou 40% des sièges. Et à l'inverse, si on est un petit parti qui fait que 5-6%, on risque d'être un peu en dessous de ce qu'on aurait dû avoir. Donc globalement, c'est proportionnel. C'est si j'ai 20% des votes, j'aurai plus ou moins 20% des sièges, mais avec un petit bonus pour les grands partis et un petit désavantage pour les petits partis. Et on peut peut-être préciser que ça, c'est une caractéristique du scrutin communal, puisque pour les élections régionales, fédérales ou européennes, le scrutin est beaucoup plus proportionnel ou un peu mieux. Et on a décidé qu'au niveau communal, il fallait garantir une stabilité plus importante des listes qui se présentent et des majorités qui pourraient en émerger. Donc on a décidé de donner un petit bonus aux plus grandes listes, parce que tout simplement, une fois que le conseil et le collège sont en place, on peut avoir certaines modifications, on en reparlera durant l'émission, mais on n'aura jamais d'autres élections possibles. Et donc, on a décidé de stabiliser un petit peu le système au prix d'une proportionnalité un peu plus faible, même si elle reste par rapport à d'autres pays assez largement respectée. Alors, cette répartition de sièges, elle passe aussi par l'organisation de l'exécutif. Et là, on écoute à ce sujet une première question qui nous est posée par Mehdi. Comment le bourgmestre est-il désigné? Alors c'est une excellente question parce que c'est très spécifique à la Wallonie par rapport, par exemple, à ce qui se passera en Flandre ou à Bruxelles. Et là, il faut peut-être préciser qu'effectivement, le législateur wallon a décidé de renforcer d'une certaine manière la légitimité démocratique du bourgmestre en donnant une prime à celui qui est le plus populaire. Alors contrairement à une certaine idée reçue, ce n'est pas le candidat qui remporte le plus de voix de préférence qui va être automatiquement désigné. Par contre, il y a effectivement un lien entre les voix de préférence obtenues et la désignation du bourgmestre, puisqu'on va d'abord regarder parmi les listes de la coalition celle qui a obtenu le plus de voix. Donc ça, c'est la première chose à regarder. On regarde simplement, une fois qu'on a un accord de coalition qui est sur la table, quelle est la liste qui a obtenu le plus de voix. Et c'est au sein de cette liste qu'on va regarder le candidat qui a obtenu le plus de voix. Donc, il y a effectivement un lien très fort entre la popularité et l'élection du bourgmestre, mais c'est une élection semi-directe, ou plutôt une désignation semi-directe, puisqu'il faut absolument que ce soit un candidat de la majorité la plus forte, le candidat le plus populaire de la majorité, de la liste la plus forte de la majorité. Donc, c'est quand même une multitude de conditions, mais qui donne effectivement un caractère plus légitime au bourgmestre en Wallonie par rapport à la Flandre ou à Bruxelles. Est-ce que l'ordre de la liste a son importance, du coup? Alors ça a une certaine importance pour certains électeurs, puisqu'on a l'impression que le leader de la liste, le premier de la liste, est d'une certaine manière le bourgmestre avancé par la liste, puisqu'on le met en premier, mais on va voir, et ça se passera en 2018 comme ça s'est passé au scrutin de 2012, il y a des candidats qui sont tout en bas de la liste, voire même au milieu qui ont une capacité à obtenir beaucoup plus de voix de préférence. Et ici, Jean-Benoît l'a bien expliqué, il y a la fin de l'effet dévolutif en plus du casse de tête, donc on va avoir une compétition beaucoup plus forte, puisque les candidats vont d'une certaine manière devoir se battre pour émerger, et donc on risque d'avoir de plus fortes tensions encore en 2018 à ce niveau. Voilà pour le bourgmestre, il y a la nomination aussi des échevins. Mais effectivement, la nomination des échevins, elle fait partie de ce qu'on appelle le pacte de majorité. Donc, c'est-à-dire, quand les coalitions se forment, elles scellent un pacte de majorité, qui est un document officiel dans lequel on précise quels sont les partis qui forment la majorité, avec la signature des conseillers communaux qui soutiennent ce pacte de majorité. Et on précise dans ce pacte de majorité, qui est bourgmestre, même si en fait c'est automatique, Jérémy vient de l'expliquer, mais on précise surtout quels sont les échevins qui sont présentés au conseil communal. Et donc c'est dans ce pacte de majorité qu'on va dire, voilà, la personne qui va être premier échevin, c'est cette personne-là, deuxième échevin, et ainsi de suite. Et on va présenter la liste complète des échevins dans ce pacte de majorité. On présente ça au conseil communal. Le conseil communal se prononce sur ce pacte de majorité. Quand il l'approuve, automatiquement, les personnes qui sont mentionnées comme échevins dans le pacte de majorité deviennent échevins et prêtent serment devant le conseil communal.
Alors, comment nomme-t-on, c'est la question suivante, le président de CPAS et les conseillers de l'action sociale? Alors ici, on a une élection en 2 temps, puisqu'en fait, le rapport de force qui va être établi dans le conseil communal, c'est-à-dire le nombre de conseillers attribués à telle liste, qu'on va d'ailleurs appeler maintenant des groupes politiques, va déterminer également le nombre de conseillers de CPS et indirectement également le président de CPS. À nouveau, on va utiliser cette règle de la proportionnalité qui est vraiment dans la culture électorale et politique de notre pays. Et donc, les résultats des élections communales vont déterminer le nombre de conseillers de CPS. Alors là, il y a un ensemble de règles qui est un peu spécifique suivant la taille des communes, mais quelques petites règles générales, c'est qu'un conseiller CPS peut également être un conseiller communal. Par contre, tous les conseillers CPS ne peuvent pas être entièrement des conseillers communaux. On a limité d'une certaine manière le cumul des mandats à ce niveau-là à 1/3 de conseillers communaux qui peuvent également être conseillers CPS. On a également intégré la question du genre, puisque on en parlera d'ailleurs, elle est de plus en plus forte au niveau des élections communales, avec non seulement une parité, mais également un principe de la tirette. Là, 2/3 des conseillers CPS ne peuvent pas être du même genre. Donc là, c'est pour la désignation des conseillers de CPS. Et pour la règle du président, eh bien, ça fait partie du jeu politique, puisque le président de CPS est également membre du collège communal au même titre que le bourgmestre et échevin. Et donc, ça fait partie du pacte de majorité de décider quel groupe va obtenir ce poste-là et quelle personne spécifique, et là c'est réservé, parce qu'il y a rarement des exclusifs par rapport au poste, c'est réservé aux discussions au sein de la liste. Donc ça c'est pour les grandes considérations générales qui s'appliqueront après le scrutin. Alors on en parlait, question suivante, elle concerne les femmes, on l'écoute. Quelle est la répartition hommes-femmes au sein du collège ? Alors là, il y a du changement aussi. Donc on a du changement, puisque donc on a une règle qui impose au minimum 1/3 de femmes ou d'hommes, parce qu'on peut avoir la situation inverse, et donc qui dit qu'on doit avoir un collège échevinal qui est sur une répartition 2/3, 1/3 pour chacun des deux sexes. Donc ça, c'est une des évolutions importantes, c'est qu'on va avoir donc une féminisation, parce qu'il restait assez fréquent que dans des communes, on ait une seule femme, puisque c'était le minimum avant, il fallait au minimum une femme, et donc certaines communes se liaient simplement à ce minimum et n'allaient pas au-delà. Ici, on passe à la règle des 1/3, et ça vient s'ajouter une autre règle, qui est cette fameuse règle de la tirette. Les électeurs et les téléspectateurs ont pu le constater en regardant les listes. Maintenant, on a systématiquement une alternance homme-femme sur l'entièreté de la liste. Donc si on commence en premier par un homme, ça va être ensuite une femme, et puis ainsi de suite, un homme, une femme. Et inversement, si la candidate en tête de liste, c'est une femme, eh bien, on va avoir un homme, et puis la tirette sur l'ensemble de la liste. Donc on avance vers cette parité, parce qu'effectivement, il fallait quand même constater qu'il y avait encore de grandes difficultés à laisser un accès aux fonctions les plus importantes aux femmes. On le voyait déjà dans les conseils communaux, mais encore plus quand on regardait la proportion de femmes parmi les échevins et la proportion de femmes parmi les bourgmestres. Là, on est vraiment dans une situation où on est très loin de la parité. Voilà, donc ça va amener des surprises dans certains collèges. Oui, tout à fait, ça va amener des surprises. Et notons que dans ce cas, l'électeur a sans doute une part de responsabilité, puisque la pratique, ce n'est pas systématique, mais la pratique veut que les échevins soient d'une certaine manière sélectionnés parmi les candidats les plus populaires. C'est à nouveau une pratique qui vise à garantir la légitimité des acteurs du collège communal. Et donc, d'une certaine manière, si les électeurs décident de soutenir plus de candidates le jour du 14 octobre, eh bien, d'une certaine manière, ça va soutenir la propension d'avoir un certain nombre de femmes parmi le collège, puisque la règle, c'est bien au minimum 1/3, 2/3, mais on peut tout à fait avoir 50-50 après dans le pacte de majorité. D'accord, voilà qui nous amène à la question numéro 16 déjà, et c'est une question qu'on découvre de nouveau en images. Qui préside le conseil communal et quel est son rôle ? Voilà, la présidence du conseil communal, c'est Écolo qui avait un peu lancé le mouvement. Oui, mais c'est avant tout une nouveauté, puisque historiquement, c'était le bourgmestre. C'était le bourgmestre, et il y a eu une série de réformes qui ont été appliquées au cours des dernières années, qui veut que maintenant, une autre figure du conseil puisse prendre la place. Alors, soyons clairs, dans un nombre très élevé de communes, ça reste le bourgmestre qui préside le conseil communal. Et pour faire une sorte de métaphore, c'est un petit peu comme si le Premier ministre
au niveau fédéral était également celui qui siège à la présidence du Parlement. Donc on voit qu'il y a un petit peu une ambiguïté dans les rôles, puisqu'il est à la fois à la tête de l'exécutif et à la tête du législatif. Donc on a voulu essayer de scinder les deux, notamment pour introduire plus de débats dans le conseil communal. C'est souvent un problème au niveau des listes d'opposition qui se plaignent d'avoir finalement une absence totale de débat. Les dossiers sont déjà ficelés. Donc ça peut être un autre conseil communal. Ça va être régulièrement un conseiller qui fait partie de la majorité. On n'a pas encore vu de conseiller de l'opposition qui présiderait le conseil communal. Ça pourrait être le cas. Techniquement, ça pourrait être le cas. Rien ne l'interdit, en tout cas. Et c'est une façon de faciliter aussi la répartition des postes, puisque dans l'équilibre, dans l'accord du pacte de majorité, ça peut être une façon de dire, voilà, tu as l'impression qu'il te manque quelque chose, eh bien, on va également te donner la présidence du conseil communal. Voilà, une compensation. Ça peut être vu comme une compensation ou comme un geste fort pour montrer une ouverture, une démocratisation des institutions locales. Ok. Alors, une question que beaucoup de personnes se posent. Les élus communaux sont-ils rémunérés? Et si oui, connaît-on les montants? Alors, il y a une rémunération qui est fixée par la loi pour le bourgmestre et les échevins et qui est fonction de la taille de la commune. Donc, au maximum, on va aller sur plus ou moins 10 000 € bruts pour le bourgmestre d'une très grande ville comme Liège ou Namur. Et donc ça, ce sera le maximum, mais ça peut être bien moins. Dans les plus petites communes, ce sera même parfois pas assez pour être l'équivalent d'une rémunération temps plein. Et donc on va avoir dans les plus petites communes des bourgmestres et encore plus des échevins qui en fait sont obligés d'avoir une autre activité professionnelle parce que la rémunération n'est pas suffisante. Et donc là, c'est véritablement une rémunération. En revanche, ceux qui sont simplement conseillers communaux, ils n'ont pas de rémunération, ils touchent des jetons de présence, c'est-à-dire que par réunion, ils touchent un certain montant qui va varier, qui va tourner autour de 35 €, ça peut monter jusqu'à 150 € par réunion, mais ça ne représente quand même pas grand-chose. Si on se dit que pour une réunion, même dans le maximum, où on va passer 3-4 heures de réunion, plus la préparation qui va prendre aussi 3-4 heures, on va se retrouver à 8 heures de travail rémunéré peut-être dans un montant qui approche les 150 €, ça fait un petit 20 € de l'heure, sachant tout l'investissement qu'on va après devoir faire dans la campagne électorale, dans le contact avec les citoyens. Franchement, les conseillers communaux, on ne peut pas dire qu'ils sont bien servis. Et c'est d'ailleurs un élément de préoccupation de se dire, si on veut avoir des conseillers communaux, surtout les conseillers communaux de l'opposition qui doivent faire beaucoup de travail, qui ont les moyens de réaliser ce travail, il faudrait peut-être un peu revaloriser ce que touchent les conseillers communaux pour que vraiment ils puissent, par exemple, diminuer un peu leur activité professionnelle et s'investir, mettons, un jour par semaine complètement dans leur mandat. C'est loin d'être le cas et c'est parfois un problème pour avoir la capacité de vraiment bien préparer ces dossiers parce qu'on est obligé de travailler par ailleurs. D'accord. La composition d'un conseil communal peut-elle changer en cours de législature? C'est la question numéro 18. Voilà, c'est vrai qu'il va y avoir des négociations dimanche soir, mais à partir de quel moment, sur quel long terme ou court terme ou moyen terme, tout cela va pouvoir tenir? Alors oui, il y aura des changements. Durant 6 années, il y a de nombreux changements qui vont être observables. Alors d'une part, il faut distinguer des changements au sein du conseil communal. Là, il y en aura beaucoup. Vous avez des conseillers communaux qui décident tout simplement de démissionner, qui souhaitent se réorienter, qui souhaitent déménager, aller travailler à l'étranger. Et donc là, il n'y a pas vraiment de souci spécifique, puisque simplement le suppléant qui va prendre sa place, c'est-à-dire les personnes qui sont sur la liste, si on a une liste avec 10 conseillers communaux, eh bien, ça sera le 11e meilleur performant sur la liste qui prendra sa place, et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on puisse renouveler entièrement le conseil communal. Donc ça va être normal de voir un grand nombre de changements durant 6 années. Ça fait partie des changements de n'importe quelle organisation professionnelle ou politique. Et puis, il y a des changements qui vont sans doute être moins fréquents. C'est le changement au niveau du collège communal. Et puisque c'est le collège, ce sont les bourgmestres et échevins, et donc du pacte de majorité. Là, à nouveau, il y a une spécificité wallonne, c'est l'idée qu'on peut, durant ces 6 années, changer la majorité. Alors, on ne va pas rentrer dans tous les détails techniques, mais on ne peut pas le faire quand on veut. Il faut attendre tout d'abord que les pactes de majorité soient mis en place et vivent un certain nombre de mois. Et de la même façon, on ne peut pas changer 3 mois avant les élections, on ne peut pas décider de changer finalement de partenaire. Donc c'est assez encadré, parce que ça ne fait pas partie de la culture politique communale d'avoir des changements de majorité. Normalement, on était ensemble pour 6 ans. À partir de maintenant, on peut le faire. Mais je le rappelle, si on souhaite changer de partenaire, ça veut dire qu'on doit être sûr de pouvoir travailler avec d'autres partenaires, puisqu'on ne peut pas avoir d'élection anticipée. Ça veut dire que la répartition des sièges entre listes, elle est fixe. Et si on souhaite changer de majorité, eh bien, il faut s'assurer qu'on puisse avoir une autre majorité avec d'autres partenaires. C'est ce qu'on appelle la motion de méfiance constructive. C'est-à-dire que si on décide de changer, on doit changer ensemble. Voilà, ça c'est vu, hein.
Ça s'est vu, effectivement, plusieurs communes de la province de Namur qui ont vu ce type de changement de majorité. Et donc, ça introduit d'une part un peu de fluidité. Si une coalition ne marche plus du tout, on peut trouver une solution. On se souvient d'affaires qui avaient eu lieu il y a maintenant une dizaine d'années, par exemple autour de la Carolo, où il n'y avait plus de confiance entre les partenaires. On voulait mettre soit de certains échevins, soit de certains partenaires de côté. Ce n'était pas possible. Au moins maintenant, c'est possible. On peut former une nouvelle majorité. Mais à l'inverse, c'est aussi un élément d'instabilité, parce que quelle est la légitimité de ce changement en cours de législature si c'est juste un conflit de personnes? Et donc c'est ça qu'il faut un peu garder à l'esprit. Si on a des changements parce que le projet a évolué, parce que les programmes des partis se sont finalement confrontés trop fort, ça fait sens. Si par contre c'est juste j'aime plus telle personne et donc je veux plus travailler avec lui, là on peut se dire que l'électeur sera sans doute un peu déçu. Et on verra notamment, et ce sera intéressant de voir dans les communes où on a eu un changement de majorité, comment réagissent les électeurs. Il y en a eu plusieurs en province de Namur. Est-ce qu'on va sanctionner ceux qui ont changé de partenaire durant les 6 ans de la législature communale, ou est-ce que c'est considéré comme un élément anodin? Voilà, alors petite précision, les nouveaux conseils communaux seront installés début décembre. Et donc on le sait, ça c'est pour une durée de 6 ans. Voilà pour les questions liées aux élections communales. Mais le 14 octobre, on l'a dit, nous voterons aussi au niveau provincial. Alors première question à propos de la province, on la découvre en images. Quelles sont les compétences de la province et à quoi sert-elle? Vaste question. C'est une vaste question et je pense qu'il y a énormément de citoyens qui se posent cette question-là. C'est vraiment un niveau de pouvoir qu'on a du mal à saisir, qui est mal compris. On voit bien que la plupart des citoyens ne voient pas très bien à quoi ça sert. Et c'est sans doute lié au côté un peu flou de ses compétences. Parce qu'en fait, ce que dit la loi, c'est que la province, elle est compétente pour tout ce qui relève de l'intérêt provincial. Donc en fait, elle décide si elle doit agir dans l'intérêt provincial. Et donc, elles vont intervenir en complément d'autres niveaux de pouvoir. Il n'y a pas de compétence exclusive. Et donc, si on prend la province de Namur, elle va agir en matière d'enseignement. Mais elle n'est pas la seule. Il y a aussi la Fédération Wallonie-Bruxelles, il y a aussi le pouvoir communal qui va intervenir. Elle va intervenir en matière de tourisme. Mais on sait aussi que les communes et la région wallonne interviennent. Elle va intervenir en matière de culture. Un très bon exemple, aujourd'hui à Namur, c'est la Maison de la Culture. C'est une maison de la culture financée qui appartient à la province, mais elle n'est pas la seule. Il y a les centres culturels qui interviennent plutôt au niveau soit d'une commune, soit de plusieurs communes. Et puis on va aussi avoir la Fédération Wallonie-Bruxelles. Elle va intervenir en matière de développement économique, avec en particulier le bureau économique de la province qui va notamment intervenir dans plusieurs zonings économiques et industriels. Donc la province, et la province de Namur singulièrement, elle fait plein de choses, mais jamais elle n'est la seule à le faire. Et donc, on a du mal à bien cerner. Et donc, on a un vrai débat pour savoir s'il faut garder les provinces. Le gouvernement wallon actuel dit qu'il faut repenser, peut-être abandonner les provinces. Elle ne dit pas les provinces ne font rien. Elle dit les missions des provinces sont fondamentales, il faudra continuer à les exercer. Mais par contre, est-ce que ça doit rester la province qui mène ces missions ou est-ce qu'on pourrait les transférer d'une part à la région ou à la Fédération Wallonie-Bruxelles, d'autre part vers les communes? Ça, c'est une question qui est ouverte et dont on verra comment elle se développe dans les années à venir. Voilà, question de distribution. Alors en province de Namur, le conseil provincial est composé de combien de personnes? Et puis sous question, comment ces différents mandats sont-ils répartis? Alors, les citoyens de la province de Namur sont représentés par 37 conseillers provinciaux. Et là, on peut tout de suite dire aux téléspectateurs que, contrairement à une certaine idée reçue, le 14 octobre, avec le bulletin pour les élections provinciales, on ne peut pas choisir parmi ces 37. On vote en fait par district. Il y en a 6 qui sont répartis sur la province de Namur. Je vais essayer d'en oublier aucun. Celui de Dinan, Ciney, Gembloux, Andenne, Namur et Philippeville. J'ai le compte juste. Et donc, dans chacun de ces districts, il y aura d'une certaine manière une mini-élection provinciale. Donc ça veut dire que les électeurs du district de Philippeville ne peuvent pas voter pour les mêmes candidats, ni même potentiellement pour certaines mêmes listes que les électeurs du district de Namur. Et donc, c'est pour ça qu'il faut bien être conscient de pour qui on peut voter et de ne pas avoir d'une certaine manière une désillusion quand on sera dans le bureau de vote, lorsque certains auront le sentiment de ne pas pouvoir désigner l'un ou l'autre candidat qu'ils connaissaient au niveau de la province. Ça fait partie du jeu, c'est comme ça qu'on vote pour les élections provinciales. Voilà, alors on peut rappeler peut-être aussi que le jour du vote, on peut toujours s'adresser aux personnes ressources du bureau si on a un petit souci. Voilà.
Les assesseurs sont là pour ça, donc mais voilà, ils sont là pour ça. Rôle. Merci en tout cas à vous deux pour toutes ces précisions. Merci aussi à vous de nous avoir suivis. On vous fixe rendez-vous, bien sûr, sur notre antenne pour la suite. Ce dimanche 14 octobre, suivez avec nous les résultats de ce scrutin communal et provincial. Et nous serons en direct dès 17h. Passez une excellente soirée. À dimanche. Bonsoir.